Je crois que cet objectif m'a mis une petite claque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un test de cet objectif, le Viltrox 27 mm 1.2 en monture Fujifilm X, et je pense que cet objectif au bout de la vidéo ne vous laissera pas indifférent. En tout cas moi ce n'est pas un objectif qui m'a laissé indifférent. Je pense que vous allez vite le comprendre. C'est un objectif qui a énormément de qualité et qui mérite l'attention. Et ça, je pense que si vous vous intéressez à cet objectif et que vous avez déjà regardé du contenu dessus, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mon test, mon retour sur cet objectif. On ne pourra pas aborder 100% des éléments car moi, je vais vous donner, on va dire, mon retour d'expérience sur ma pratique avec cet objectif. Ce que je vous propose, c'est que on va le faire en plusieurs temps. D'abord, je vais vous le présenter, donc d'un point de vue caractéristique, au niveau ergonomique, on en fera le tour. Ensuite, on fera un petit test théorique, donc avec des photos test pour voir d'un point de vue optique ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, on regardera aussi tout ce qui est défaut optique, donc on regardera le vignettage, on regardera les aberrations chromatiques, on regardera les flares, etc. Et puis, je vous montrerai aussi des photos de la vie de tous les jours, comme ça vous verrez un petit peu sur le terrain ce que j'ai pu faire avec. Alors attention, on va pas non plus révolutionner le monde. Je précise simplement plusieurs choses. Tout d'abord, cet objectif m'a été donné par Viltrox. Je l'ai récupéré en octobre au salon de la photo dans des conditions que je ne détaillerai pas, mais des conditions un peu particulières. Mais tout ça pour dire que je l'ai depuis donc début octobre, cette optique. Donc Viltrox me l'a donné. Je précise que c'est simplement pour en faire un test et mon retour d'expérience. Je ne suis pas payé, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Là-dessus, je vais être très clair. Viltrox n'a pas vu la vidéo, donc je vous dirai tout ce que je pense de cette optique, les défauts comme les qualités. Alors là, en l'occurrence, vous allez voir que cette optique, ça va être difficile de trouver les défauts tellement elle est intéressante. Mais en attendant, je préfère le préciser tout de même. Et puis, je pense, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Et si vous voulez aller plus vite, comme d'habitude, vous avez la timeline. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va présenter cette optique. Donc, c'est un 27 mm 1.2 de la marque Viltrox. Viltrox, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, notamment avec cette optique, le 13 mm 1.4 en monture Fujifilm X. Donc, c'est un objectif franchement intéressant que je ne peux que recommander, notamment pour du paysage. Et donc Viltrox est une marque qui progressivement s'installe réellement sur le marché de la photo, sur plusieurs montures, mais principalement en monture Fujifilm X et également en monture Sony E. Alors ils se développent aussi en monture Z notamment, mais c'est une marque qui aujourd'hui a vraiment sa réputation, et depuis notamment ce 13 mm 1.4, ils ont sorti des optiques particulièrement intéressantes. Ça, je pense qu'on en reparlera, mais vous avez donc le 13 mm, vous avez le 16 mm 1.8 en monture Sony en plein format, qui était aussi une optique très intéressante. Et puis là où ils se sont fait quand même remarquer, c'est depuis la sortie de deux optiques. D'abord le 75 mm 1.2, optique que je n'ai pas testé mais qui a l'air franchement incroyable, et j'en ai discuté avec Pierre Boisseau et il m'en a dit tout le bien qu'il en pensait. Et puis il y a eu la sortie de ce 27 mm 1.2, et tout comme le 75, ils inaugurent une nouvelle gamme qui est la gamme Pro, donc qui est une gamme, je pense, plutôt haut de gamme, avec des optiques, avec des caractéristiques de haut vol. Et donc vous allez voir, la grande question c'est savoir est-ce qu'il mérite ce qualificatif de pro. Je vais pas faire de suspense, la grande réponse est oui, et là-dessus vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais tout ça pour dire que Viltrox fait une réelle montée en puissance, que ce soit au niveau de la qualité optique, de la construction, et je pense que tout au long de cette vidéo vous allez vous en rendre compte. Pour ce qui est de la plage focale, nous sommes sur un 27 mm, donc sur capteur APS-C, ce qui équivaut à un 40,5 mm en équivalent, donc plein format. C'est une focale que je trouve quand même très intéressante et qui, si on pouvait dire, a un petit peu le cul entre deux chaises, entre deux focales phares en photographie, le 35 mm en plein format et le 50 mm, donc le 23 en APS-C et le 35. Et donc, ce choix est un choix, je pense, qui est intelligent, comme chez Nikon quand ils ont sorti le 40 mm, parce que finalement c'est plutôt, moi je trouve, polyvalent. On est plus près du 35, et le 35, moi je trouve que c'est réellement la focale à tout faire, c'est la focale phare de la photo de rue. Là on est un chouïa plus zoomé. Est-ce que c'est dérangeant? Je pense que pour les personnes qui utilisent massivement du 35, ça peut être un petit peu trop serré, mais je pense que pour une focale un peu bonne à tout faire, pour faire de la photo de rue, pour faire un peu de portrait, pour faire de la photo de reportage, je pense que c'est
c'est très intéressant. Donc là-dessus, je vous invite à vous-même prendre du recul sur vos besoins en termes de focale. Moi, je pense que ça peut peut-être remplacer à la fois un 35 et un 50, en tout cas en APS-C un 23 et un 35, mais là ça n'est que mon avis, et moi personnellement j'aime beaucoup cette focale, je préfère quand même le 35, hein, je le vois avec le Sigma 35 en plein format, mais je m'accommode très très bien de cette focale un peu plus serrée. Et quand même d'un point de vue caractéristique, ce qu'on remarque, hein, c'est une optique f 1.2, alors là, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est quand même assez impressionnant sur le papier, donc on verra si ça vaut vraiment le coup, si ça change quelque chose, mais en attendant, on a une optique qui se veut très pro, avec une très grande ouverture, et sur laquelle on va pouvoir s'amuser avec la profondeur de champ, mais également dans des situations de basse lumière, mais tout ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu à quoi ressemble cet objectif. La première chose que j'ai remarqué, alors je vous dis, je l'ai récupéré au salon de la photo, quand ils me l'ont passé, je me suis dit, waouh, c'est quand même un sacré bébé. Je savais que cet objectif, parce que j'en avais déjà entendu parler, était quand même un peu volumineux, mais c'est vrai qu'en main, ça m'a un petit peu surpris, car pour une optique APS-C, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est plutôt quand même assez énorme, on va pas se mentir là-dessus, mais en même temps, on a une optique, vous allez le voir, hein, elle est vendue donc 599 €, on reparlera du prix à la fin, mais 599 € f1.2, pour ce prix-là, forcément, on doit faire des compromis. D'un point de vue volume, il est certain que si vous comparez cette optique notamment avec les équivalents chez Fuji, même s'il n'y a pas de 27 1.2 ou 1.4 chez Fuji, le plus proche à mon sens serait le 23 1.4, qui est en termes de taille, et là je n'ai pas cet objectif pour vous le comparer, mais qui est quand même un peu plus petit. Mais en attendant, je pense que c'est un compromis, c'est un peu volumineux, mais voilà, je pense que quand on fait le rapport taille, prix, poids, performance, etc., je pense que c'est quand même acceptable. Maintenant, il va falloir prendre ce volume un petit peu en compte, et on va parler juste après du poids. Tout dépendra du type de boîtier que vous allez utiliser, du type de photo que vous allez faire. Sur un boîtier type XE ou X Pro en monture Fuji, je pense que là, ça fait quand même quelque chose qui est assez mastoc, hein, assez volumineux. Par contre, si vous utilisez un boîtier sur un XT, ça va peut-être un peu mieux passer, c'est un peu intermédiaire. Et si vous utilisez un boîtier type XS10, XS20 ou alors les XH, hein, XH1, XH2, XH2S. Là, avec le grip, ça ne va pas poser problème et ça va faire un ensemble quand même assez costaud. Et on arrive, je trouve, sur un form factor, sur une configuration qui est assez proche de ce qu'on pourrait avoir en plein format, même si là, on a une optique qui est vraiment quand même plutôt haut de gamme et surtout très lumineuse. Pour voir un petit peu la taille de cet objectif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai souhaité le mettre côte à côte, hein, sur mon bureau, avec d'autres objectifs. Alors vous voyez là sur l'image, vous avez tout à gauche le Sigma 35 mm 1.4. Alors là c'est en monture Sony, c'est pour du plein format. Donc vous voyez là on a une optique qui est quand même un petit peu plus volumineuse. Mais ensuite c'était aussi pour avoir un ordre d'idée, hein. Mais ensuite j'ai aussi mis des optiques en monture Fuji. Alors des optiques très différentes, mais des optiques que pas mal de personnes je pense possèdent et qui peuvent servir un petit peu de référence. Vous avez par exemple entre le Sigma et le Viltrox 27, vous avez le Fuji 1680 f4. Vous avez à droite maintenant, vous avez le Viltrox 13 mm 1.4 et de façon un peu, on va dire, provocatrice, hein, j'ai décidé de mettre le petit XC 35 mm f2, là aussi un objectif que pas mal de monde possède et vous le voyez, bon c'est incomparable, on est bien d'accord, mais qui est nettement plus petite. Donc si je devais résumer, un petit peu plus petit quand même que le Sigma 35 1.4, heureusement j'ai envie de vous dire, mais il est peut-être, je sais pas, un peu plus dodu, un peu plus large et un peu moins long. Par contre si on compare à des objectifs Fuji, bah vous voyez autant le 1680 et le 13 mm 1.4 Viltrox sont d'une taille assez similaire, autant là quand même on a un objectif qui est un petit peu plus volumineux, au moins vous avez un ordre d'idée de sa taille. Niveau poids, j'ai mis tout ça sur ma petite balance de cuisine Tefal. Alors je regarde mes notes, on a 584 grammes sans pare-soleil, donc l'objectif nu. Si je mets le pare-soleil qui est en métal, on arrive à 627 grammes. Maintenant, quand je monte le tout sur mon Fujifilm X-S10, on arrive à 1,1 kg. Bon, voilà, je trouve que c'est plutôt équilibré. Alors avec le XS10, c'est vrai que ça fait quand même un truc où ça penche peut-être un chouïa vers l'avant. De tête, je crois que le XS10 fait dans les 480 grammes. Donc on a un objectif qui est quand même un petit peu plus lourd. Ça va, honnêtement, au niveau préhension, ça va. Je vous dis, sur des boîtiers type X Pro ou XE, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Sur un XH, je pense qu'on arrivera sur quelque chose d'un peu plus équilibré. Et maintenant, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. La première chose, là aussi, c'est la qualité globale de construction. Et très sincèrement, quand je regarde cette optique, je me dis qu'elle n'a pas du tout à rougir face aux optiques Fujifilm X. Déjà, j'avais énormément apprécié la qualité de construction, vous savez, du Viltrox 13 mm 1.4, un objectif tout en métal, etc. Et je trouvais déjà que Viltrox avait fait vraiment un
très bel objectif, mais là je trouve qu'avec ce 27 1.2 on a encore franchi un cap niveau qualité. Le métal, donc c'est toujours du métal et toujours un peu mat, mais il est un petit peu plus mat et je le trouve du plus bel effet, mais vraiment je le trouve magnifique cet objectif. Et ensuite on a une qualité de finition globale qui est un cran au-dessus de ce qu'on avait sur le 13 mm. Ça devient vraiment excellent et je trouve qu'on peut difficilement faire mieux. On a la sensation en main d'avoir un objectif haut de gamme, en tout cas l'appellation Pro pour moi ici elle a vraiment un sens. Si je le mets à côté d'objectifs Fuji, on n'a pas tout à fait le même métal, on n'a pas tout à fait le même rendu, mais en tout cas au niveau sensation en main, en tout cas là moi c'est très subjectif, très personnel, pour moi ça ne démérite absolument pas et l'appellation on va dire marque tierce, pour moi ici elle n'a aucun sens, si ce n'est que c'est pas du Fujifilm, mais en tout cas ça n'est pas sur un niveau de qualité de fabrication qui est inférieur, soyons très clairs là-dessus. Maintenant si on regarde concrètement l'objectif, bon déjà vous avez le nom de l'objectif, à gauche vous avez l'inscription Pro qui rappelle bien un petit peu l'appellation haut de gamme de cet objectif et de l'autre côté vous avez le nom Viltrox. Juste en dessous vous avez une bague d'ouverture qui vous permet de régler l'ouverture de votre objectif qui va de f1.2 jusqu'à F16, cette bague est crantée en tiers de stop, donc ça permet d'être très précis. Au bout, vous avez le petit switch vers la position A, comme sur les optiques Fuji. A, ça vous permet de contrôler l'ouverture non plus avec la bague de diaph, mais directement sur la molette de l'appareil photo. Donc là, c'est tout à fait classique à nouveau et c'est très pratique. Maintenant, si je reviens sur cette bague, au niveau du crantage, moi je trouve qu'elle est particulièrement bien faite. On a des crans, donc au moins ça permet de bien positionner. Ça passe pas trop facilement d'un cran à un autre et en même temps, c'est pas trop dur. Pour moi, c'est un très juste équilibre. Par contre, je précise qu'il n'y a pas de bouton pour passer en mode non cliquable, c'est-à-dire pour avoir une bague fluide, notamment en vidéo. Ça existe par exemple chez Sigma, chez Sony, etc. Mais là, ça n'est pas présent. Donc ça, pour les vidéastes, je tiens à le dire. Mais moi, je la trouve vraiment bien, cette bague. Si maintenant on passe au-dessus de l'inscription de l'objectif, vous avez la bague de mise au point qui est électronique. Je veux dire, c'est un classique aujourd'hui, donc vous n'avez pas de butée physique, ça tourne à l'infini. Là aussi, je la trouve agréable, même si sur ce type d'optique, je vous avoue que moi, je l'utilise pas vraiment, cette bague, parce que, en fait, on fait la mise au point automatique, mais en attendant, elle est là et elle fonctionne, je trouve, très bien et elle est très équilibrée. Si maintenant on regarde à l'arrière de l'objectif, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque pour moi deux choses. La première, c'est que déjà, vous avez un port USB-C. Ça, je trouve ça génial. Pour mettre à jour votre objectif, la procédure est vraiment très simple. Vous prenez un câble USB-C, vous le branchez à votre ordinateur, vous allez sur le site de Viltrox, vous téléchargez la dernière mise à jour, et cette mise à jour, vous allez tout simplement la glisser dans votre objectif, qui est reconnu un peu, vous savez, comme un appareil électronique, au même titre que votre téléphone, et ensuite vous remplacez le fichier avec la dernière mise à jour, et puis c'est fini, vous avez juste à débrancher. Donc c'est d'une simplicité déconcertante, un enfant pourrait le faire, donc ça je trouve ça vraiment génial. Et contrairement à d'autres marques où vous avez un socle, vous savez, où c'est un peu chiant, il faut l'acheter, c'est un peu contraignant, là vous pouvez le faire n'importe quand et de façon très simple. Deuxième chose que l'on remarque et qui n'est pas un détail, j'avais reproché au 13 mm 1.4, pour en plus un objectif de paysage, de ne pas avoir de joint d'étanchéité, et là on a un beau joint en caoutchouc, ce qui permet d'arriver sur la question de la construction et de la tropicalisation, car oui, cet objectif est jointé sur toutes les parties sensibles, donc il a une construction tout en tropicalisée. Ça, je trouve ça génial. En même temps, sur un objectif avec un catalogage pro, ça paraît logique, mais en attendant, c'est le cas. Donc niveau construction, ça renforce un petit peu plus l'aspect premium, si je puis dire. Si maintenant on regarde de l'autre côté à l'avant de l'objectif, vous avez un pas de vis de 67 mm, donc ça aussi c'est tout à fait courant. Je veux dire, c'est un pas de vis qui est très courant aujourd'hui. Vous pouvez mettre vos filtres tranquillement, voilà. Enfin, et pour terminer, je voulais vous parler du pare-soleil. Alors ce pare-soleil, il est en plastique, mais c'est vrai qu'il est de bonne qualité. On a l'impression d'avoir quelque chose en métal, mais il a, on va dire, un gros avantage, et puis il a un gros inconvénient. L'avantage, c'est quoi? Et alors là, ce que je vais vous dire, c'est complètement irrationnel, mais je ne me l'explique pas. C'est que je le trouve magnifique. Alors c'est un détail, c'est-à-dire que, bon, voilà, c'est un pare-soleil, il est en forme de tulipe, tout à fait classique, mais il a une forme très arrondie, etc. Et surtout, et là je vous dis, mais c'est complètement débile, mais moi je trouve qu'une fois que vous le montez, quand je regarde l'appareil photo avec l'objectif, en fait je le trouve magnifique. Je ne saurais l'expliquer, je le trouve tellement beau, il a une forme là qui est, vous voyez, assez linéaire, ça lui donne un profil bien galbé, enfin...
Voilà, vous pouvez peut-être rigoler, hein, moi pas du tout. Et quand la première fois que je l'ai monté, j'ai fait waouh, je trouvais ça magnifique. Je ne saurais pas expliquer. Vous savez, moi je vous l'ai déjà dit, hein, je trouve que la qualité, la beauté du matériel, ça compte énormément. Et typiquement cet objectif, je le trouve superbe. J'aime l'avoir en main, donc j'ai envie de faire des photos avec. C'est complètement irrationnel à nouveau, mais donc je le trouve très très beau. Par contre, il y a un énorme point noir, ça je vous avoue que je comprends pas, c'est que ce pare-soleil s'enlève, mais d'une facilité déconcertante, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur le point là, il tient à peine, il s'enlève très facilement. Au point que des fois vous êtes sur le terrain, vous avez votre manteau ou quoi, vous mettez un petit coup, bah, il s'enlève très vite, il tombe, et alors dans le sac, il s'enlève aussi très facilement. Ça, je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas comment d'un point de vue ergonomique, Viltrox n'a pas pu sortir un truc qui est un chouïa plus cranté, un chouïa plus résistant, parce que bah, c'est agaçant en fait. Voilà, je peux pas vous le dire autrement. Et je sais que sur les autres tests que j'ai vus, c'est exactement le même problème. C'est un détail, mais en attendant, là aussi, je préférais le dire en toute transparence. Bref, donc si je résume la qualité de fabrication, l'ergonomie, etc., très sincèrement, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je le trouve superbe. La Viltrox, bah, je les félicite et franchement, c'est très encourageant. C'est très intriguant aussi pour la suite de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Parce que ils ont fait, je trouve, une progression stupéfiante en très très peu de temps. Quand vous voyez les optiques qu'ils sortaient, par exemple, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, en 2 ans, ils ont fait un bond, mais considérable. Et puis, la seule chose que je pourrais peut-être lui reprocher, c'est cette question du pare-soleil, et éventuellement aussi pour une gamme pro qui est aussi destinée aux vidéastes, d'avoir une bague d'ouverture qui puisse être non pas crantée, mais fluide, avec les petits boutons comme sur le Sigma, etc. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, et ça aurait été bienvenu pour les vidéastes. Hormis ça, pour moi, c'est du tout bon. Avant de passer à la qualité d'image, et je pense que c'est ce qui vous intéresse, on va parler très rapidement de l'autofocus. L'autofocus, je vais être très honnête avec vous, ce n'est pas l'objectif que j'ai poussé dans ces retranchements, et je sais qu'il y a des tas de tests sur YouTube qui vous feront un test précis de l'autofocus. Moi, cet autofocus, je ne l'ai pas poussé dans ces retranchements. Déjà, je vais évacuer la vidéo car je n'ai absolument pas fait de vidéo avec. Donc là, j'en suis désolé, mais j'en ai pas besoin. Donc je ne l'ai pas fait. Par contre, en photo, moi, je vous avoue que j'en suis très content. C'est un objectif qui, pour moi, fonctionne très bien. J'ai pas fait des grosses rafales sur du long terme avec des sujets qui bougent, etc. Mais pour la photo de rue, pour du reportage, etc., moi, je trouve qu'il fait très très bien le job. Des fois, quand je fais des mises au point très rapprochées, c'est un peu compliqué à f1.2, mais en même temps, ça peut peut-être aussi se comprendre. Et puis, il faut prendre aussi beaucoup de recul de se dire, moi, j'utilise un Fujifilm X-S10, dont l'autofocus, peu importe les objectifs, est capricieux et loin d'être parfait. Et donc, personnellement, connaissant on va dire, le comportement de cet appareil photo, je mets bien plus certains ratages sur le dos du XS10 que du Viltrox, et en tout cas moi dans mon quotidien c'est un objectif qui fonctionne très très bien du point de vue AF, en tout cas dans une utilisation on va dire normale. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Si jamais vous avez des questions plus précises sur l'autofocus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais en attendant on va passer donc au plus important, la qualité d'image. Alors juste avant, je fais 2 petites précisions pour des choses que je voulais vous dire. La première déjà, c'est que cette optique, donc c'est une gamme pro, et surtout Viltrox a précisé quelque chose que je trouve très intéressant et très intriguant, c'est que le verre, c'est du verre Hoya. Donc Hoya, vous savez, c'est un opticien qui est bien connu hein, dans le monde de l'optique, et c'est un opticien qui a une réputation qui n'est plus à faire. Au-delà de faire des filtres, ils font des verres de lunettes, etc. Enfin bref. Et donc, c'est très intéressant parce que vous allez voir que cette touche-là, on va de suite la ressentir. Deuxième chose, vous allez voir, on va passer sur l'ordinateur. Simplement, je précise un petit peu les conditions, on va dire, de test, de ce qu'on va voir. J'ai fait dans un premier temps des tests un petit peu labo, c'est-à-dire des tests photo standard, etc. Je précise que ces tests, je les ai faits sur trépied, je les ai faits en balance des blancs fixe, et puis surtout ensuite là on va les regarder dans DxO Photolab 7, et dans DxO Photolab 7 j'ai désactivé tout ce qui est correction, module optique, aberration chromatique, etc. Donc vous avez vraiment la photo, le RAW brut, dématricé, point barre, c'est tout, et donc vous verrez, et on fera aussi la comparaison avec les modules optiques de DxO pour voir, mais donc toutes les photos que je vais vous montrer, même les photos on va dire de la vie réelle, ce sont des photos sur lesquelles j'ai tout désactivé, donc on regardera vraiment ce que ça donne. Dans un premier temps, on va regarder un peu de façon théorique ce qu'il vaut, c'est-à-dire j'ai fait des photos un peu de test, hein. Donc je vous expliquais un petit peu les conditions de test.
Par contre, je vous le dis, et ça c'est quelque chose que moi-même je me rends compte, je l'ai fait sur ma bibliothèque comme j'ai fait sur d'autres optiques précédemment, mais j'ai un souci, c'est que quand j'ai des ouvertures lumineuses, eh ben, j'ai du bokeh. Donc ça c'est un problème. Donc je vais me lancer prochainement dans la réalisation d'une charte pour faire des tests, et une charte plate, hein, pour ne plus avoir ce problème, car j'en ai moi-même bien conscience. Enfin bref. Donc j'ai fait des photos de façon standardisée de f1.2 jusqu'à f16, et puis on regardera donc comment se comporte l'objectif d'abord du point de vue du piqué, et on regardera ensuite l'homogénéité du piqué sur la photo. Alors on va commencer à f1.2, donc je vous montre en toute transparence, j'ai ici le panneau développement de Photolab, et vous voyez tous les modules sont désactivés, notamment ici, hein, vous voyez celui de la netteté, de l'aberration chromatique, et aussi tout ce qui est distorsion. Donc pour toutes les photos c'est le cas, et là vous avez la photo entre guillemets sans filtre, sans rien. Donc on va regarder maintenant à f1.2, on va au centre. L'avantage, si vous savez, avec DxO on peut zoomer très librement, donc ça c'est très cool. Vous voyez quand je regarde à f1.2, derrière, bon c'est flou, mais la mise au point est faite sur le meuble ici, et là vous voyez là Useful Everyday, je suis à 160%, et c'est quand même particulièrement net, je suis impressionné, et c'est ce qui m'a choqué dès le départ avec cet objectif. Vous êtes à f1.2 au centre, c'est déjà très piqué, c'est même surprenant, on ne s'attend pas forcément à avoir autant de piqué à f1.2. Si vous regardez légèrement ici, vous voyez que ça manque un chouïa de piqué, mais c'est déjà quand même très piqué, enfin on va pas se mentir, on est à f1.2 quoi. Donc là vous voyez ici qu'il y a un chouïa de, pas de voile, mais un petit manque de netteté ici sur les écritures les plus fines. À nouveau, je suis à 160% sur un capteur de 26 millions de pixels. Donc il faut prendre aussi beaucoup de recul là-dessus. Si je me mets à 100%, là vous regardez l'image, là c'est flou parce que c'est du bokeh, mais sinon c'est quand même très contrasté. Si maintenant on va dans les angles et que je zoome, donc là je suis à nouveau à 160%, là pour moi c'est là la vraie claque. La première claque c'est le centre, la deuxième vraie claque, c'est double claque, c'est le bord. Et quand vous regardez, là je suis dans l'extrême bord, je peux pas aller plus loin, regardez ici là, le fils de sol, oh! Voilà, et ça c'est le truc moi qui m'a scié quand j'ai commencé les tests de cet objectif, c'est de voir à quel point il était quand même homogène dès 1.2, et sur ce type d'objectif, c'est un objectif qui est vendu à 599 €, on pourrait se dire, bon bah voilà, f1.2 au centre c'est pas mal, mais sur les bords, coup-ci coup-ça, non, là les bords ils sont très bons, ils sont vraiment très bons. Donc là-dessus, moi j'étais très surpris. Même chose si je vais de l'autre côté, vous vous rendez compte que là, alors là il y a un petit mélange de flou, mais c'est aussi quand même un petit manque de netteté. Je suis à nouveau là, je me mets à 160%, mais en attendant, tout est quand même plutôt lisible, et je suis à 1.2. Si maintenant je regarde quand même, parce que le globe est un petit peu en renfoncement, si je regarde la balle qui elle est vraiment au bord du meuble, vous voyez par exemple sur l'étoile qu'elle est quand même super bien définie. Là-dessus, on va pas se mentir. Les coutures, c'est aussi pas mal du tout. Le face derrière, lui, il est flou parce qu'il y a du bokeh. Lui, il est quand même bien derrière. Mais au global, à f1.2, voilà, je peux pas vous dire mieux. Moi, je trouve ça très bon. Et en tout cas, on peut difficilement attendre plus sur une optique à 1.2 à 599 €. Maintenant, quand on passe à F2, F2, on gagne un cran, on va dire. On a un petit peu plus quand même de netteté. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, hop, là, la profondeur de champ s'élargit. Donc, on commence à avoir le bas de dock qui est un peu plus net. Mais là, on a gagné, je trouve, un petit peu en micro-contraste. Et je trouve que c'est, je remets à 1.2, je trouve qu'on a gagné, vous voyez ici, par exemple, sur mon Atlas, je trouve qu'on a gagné un petit peu quand même en précision. Donc, on a un vrai gain. Et pourtant, on reste quand même à F2. Donc c'est génial d'avoir un tel niveau de netteté et de contraste à f2. Et quand je regarde les angles à nouveau, là aussi, je trouve ça vraiment très probant. C'est très satisfaisant. Même là, sur les petits filins de la lampe, c'est très bon. Et là, vous voyez, je suis à 160% maintenant. Et le fils de sol, c'est très net. Par ici, le siècle des possibles, Emmanuel Furex. Bon, voilà. Si je vais de l'autre côté, même chose. Vous voyez, je suis à 160%. À nouveau, mon étoile est très définie. Sur le globe, ça manque encore un chouïa quand même, je trouve, de netteté. Mais honnêtement, si je me mets à 100%, c'est déjà quand même plutôt très bon. On passe à f2.8. F2.8, on a encore une petite amélioration. Vous allez voir que ça fait des petites améliorations comme ça. Pareil, au centre, c'est plutôt très bon. Enfin, là, vraiment difficile de faire mieux. Pareil sur les angles, c'est encore mieux. Et en fait,
quand on regarde le comportement de cet objectif, de f1.2, et vous allez aller, donc là c'est f1.2, f2, f2.8, f4, et quand on arrive à f4, on arrive sur ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire le niveau maximal de netteté, d'homogénéité de l'objectif, et là on a quelque chose qui est très très bon, je suis à 140%, regardez sur les angles, moi je trouve ça très très bon, là c'est pareil, c'est du très très bon, et là on commence à être sur quelque chose de très très satisfaisant. C'est la même chose à f5.6, on a un rendu qui est assez global, et je dois dire que vraiment la plage f4, f5.6, et je pense que f5.6 c'est peut-être l'apogée, là, même entre les deux, vous savez, f4.5, f5.3, on est franchement au top du top, et on a une optique qui se comporte particulièrement bien. Si je devais le mettre sur une hiérarchie, on va dire, de notation, je dirais qu'on arriverait un peu au niveau très très bon, voire même excellent, quoi. Maintenant, quand on arrive à f8, bah, là on a toujours l'homogénéité, mais on commence à avoir un chouïa de diffraction. Je ne pense pas que sur la vidéo, même en 4K et tout, vous en rendrez compte avec la compression, mais moi je le vois notamment ici sur les inscriptions Face. Je me mets à f5.6 où c'est quand même plutôt très précis, je suis à 200%. Maintenant je me mets à f8 et je trouve que ça commence à être un chouïa moins précis, il y a un petit peu un voile dû à la diffraction parce qu'il y a plus trop de lumière qui rentre, et quand on passe à f11, bah là ça va en s'accentuant, là vous voyez on perd encore en contraste et en précision des contours, et à f16, et bien là je trouve que c'est quand même plutôt très marqué, ça commence à bien se voir. Là on est F16, je vous remets ici, hop là voilà, F4, regardez la différence, F4 au niveau du contraste, enfin surtout F5.6, où là on n'a plus de bokeh, regardez, F5.6 c'est super net, super contrasté, je me mets à F16, et là on a quand même une perte de netteté, mais en même temps, bah, c'est tout à fait logique, à F16 sur une optique sur capteur APS-C d'avoir la diffraction, et encore que je trouve au global il se comporte particulièrement bien. Donc synthèse optique, franchement pour moi c'est du tout bon, et à nouveau je le répète, f1.2, 599 €. Une copie pareille, moi je trouve ça exceptionnel, et il serait difficile d'être plus exigeant à mon sens, on va dire. Maintenant, je voulais vous montrer une dernière chose avant de passer à la suite, au vignettage notamment. Je voulais vous parler des, vous savez, les fameux modules optiques DxO, parce qu'à chaque fois, moi je suis toujours épaté. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à faire des photos, et là vous allez voir la différence, je les ai mis. Pour rappel, DxO dans ces logiciels, que ce soit Puro ou que ce soit Photolab, ils font des modules optiques qui sont singuliers, donc vraiment propres à chaque objectif, c'est pas un truc générique, hein. Donc ils passent en labo, et celui-là ils l'ont passé, ils ont passé le Viltrox au laboratoire, et moi par exemple j'ai le XS10, et bien ils ont fait un profil spécial pour le XS10 monté avec le Viltrox 27.1.2 pour améliorer tout, le vignettage, les distorsions, etc. pour avoir une optique la plus propre possible. Et là je vais juste activer cet outil-là qui s'appelle correction de netteté de l'objectif. Donc en gros ça va être donner encore plus de piqué à l'optique et compenser un petit manque de piqué. Je vais mettre à 1.2, et là vous allez voir à quel point c'est impressionnant. Et là, déjà l'optique pour moi, elle est déjà d'un très haut niveau. Regardez, je l'active. Regardez ce qui se passe, notamment là sur les écritures du livre. Regardez, j'active le profil. Paf. Et là, je trouve ça, mais moi ça me sidère. Ça me sidère de voir à 1.2 un tel niveau. Alors déjà au centre, même là, vous avez vu sur les petites formes, je trouve que déjà on a gagné quand même en contraste. Mais alors là où c'est, je trouve, le plus impressionnant, sur les bords, regardez, j'active le profil, et là, voilà, là, regardez sur l'extrême bord, sur le côté, là, le fils de sol, regardez à quel point d'un coup ça devient net. Là, sur le siècle des possibles, j'active, je désactive, c'est voilà, c'est impressionnant. Là, c'est activé, hein. Je repars de l'autre côté, regardez sur la balle de baseball, donc là, c'est 100, je mets avec, 100, avec, regardez le globe, 100, avec. Et là, quand je regarde, tout est très visible. Alors, il y a un petit peu de flou quand même. Là, il y a un petit peu de bokeh. Donc, il y a un chouïa de manque. Mais regardez, par exemple, le Muse, ça devient de suite beaucoup plus contrasté. Et là, mais ici, là, sur mon Atlas, je suis à 200%. Regardez. Voilà. Donc, vous couplez cette optique qui a un comportement déjà qui est, je trouve, extrêmement simple. Et j'ai pas regardé le coin droit, mais vous savez, c'est le même principe. Là, je suis à 180%. Regardez. 100. Vous voyez que c'est un petit peu, c'est légèrement flou, mais je suis à 180%, quoi. Faut prendre du recul là-dessus. J'active le profil, voilà. Et là, vous lisez parfaitement les fondements de la géographie humaine, Maxor, voilà.
Donc je trouve ça assez fou, et là vous avez une optique très très haut de gamme, et pour moi ça ne démérite pas avec les optiques les plus haut de gamme, en tout cas du point de vue focal fixe. Donc là-dessus, bravo. Et le fait qu'ils aient fait une optique avec Oya, je pense que ça n'y est pas pour rien. En tout cas, il y a eu un soin énorme qui a été apporté à la formule optique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder rapidement le vignettage. Alors là, le vignettage, hein, vous le voyez très nettement. À f1.2, on va pas se mentir, il est très présent, notamment sur, on va dire, le tiers sur les bords. Bon, ben ça assombrit pas mal, hein. Je peux pas vous dire je pense que c'est un bon stop au moins, voire un peu plus d'assombrissement. Et quand on ferme d'un diaph et qu'on arrive à f2, là vous voyez la différence est flagrante. Le fait de fermer, ça élimine pas totalement le vignettage, mais ça l'élimine quand même en grande partie. Et à mesure que l'on va continuer à fermer, eh bien, on va arriver à un niveau qui pour moi, c'est un peu comme sur le piquet. À f4, il n'y en a plus du tout. Et puis à mesure qu'on va aller f5, 6, f8, etc., le comportement est le même. Donc en gros, là c'est pareil, f1.2, pas mal de vignettage, ce qui est assez classique, hein, on va se dire, pour ce type d'ouverture et d'objectif. Vous passez à f2, il y en a quasiment plus, donc là je trouve que c'est quand même une belle performance. Et puis après ça va tout doucement en mieux jusqu'à f4, et puis après c'est un plateau où il n'y a plus rien. Pour terminer, ce qu'on va regarder, c'est notamment la question des distorsions. Donc là les distorsions, ce qui est bien, c'est qu'avec la bibliothèque ça se voit bien. Et bien en fait sur cet objectif vous avez une légère déformation, ce qu'on appelle en barillet. Donc en gros vous prenez le centre et puis ça descend sur les bords en haut, et puis c'est l'inverse, hein, donc en bas, et là ça se voit un petit peu, hein, vous voyez que ça fait une bosse en gros. C'est très léger, c'est pas quelque chose d'anormal, même si peut-être que sur ce point là ça aurait pu être un chouïa mieux, et encore. Et là c'est pareil, si vous mettez le profil DxO, distorsion, regardez, paf, voilà, il redresse les lignes sur les bords, et vous voyez que vous avez une ligne qui est parfaitement droite, sans, avec, mais voilà, basta. Donc petite distorsion en barillet. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout ce qui touche aux défauts optiques, et là je vous avoue que j'ai dû un petit peu charbonner quand même pour en trouver, parce que c'est une optique qui là aussi du point de vue formule est vraiment très très bonne. Il y a beaucoup de verres complexes, donc là-dessus à nouveau verre Oya, je pense que ça a apporté vraiment ses fruits, et donc là l'optique elle est très peu sensible au flair. Je suis impressionné, et il a fallu réellement chercher pour trouver quelques défauts optiques. Là vous voyez sur des situations où vous avez du soleil, etc., là c'est typiquement une situation où il pourrait y en avoir et il n'y en a pas, donc ça c'est une très bonne chose. Par contre, vous voyez, dans des micro-situations, j'ai réussi à en trouver, mais je vous dis, il a fallu que je fouille. Là, par exemple, ici, alors là, c'est une photo qui est vraiment avec des conditions lumineuses assez extrêmes, mais si vous regardez bien, vous remarquez que là, sur la tête du trépied, vous avez un léger, mais alors très léger flair, et vous en avez un très léger juste en dessous, mais surtout là, il est très léger là, mais c'est vraiment faux pinaille, hein. Vous avez bien d'autres optiques qui auraient marqué déjà précédemment. Ce que j'ai remarqué aussi, c'était sur ces photos là, vous voyez, là quand j'ai fait des tests à f16, et bien vous voyez que dans l'axe ici de la lumière, j'ai quelques micro-flares, mais alors vraiment, encore une fois, c'est que dalle, hein. Mon Sony 1635GM marque bien plus, hein, je tiens à le dire, hein. Donc là-dessus, vraiment, faut aller quand même chercher, et au global, c'est une optique qui marque très peu. Là, vous voyez, je sais pas trop si c'est du flair, parce qu'en même temps, il y avait des vagues, donc j'ai aussi pris là de l'eau, donc avec la lumière, ça fait aussi des petites taches, mais je pense que là, c'est peut-être ici, sur cette photo-là, que c'était le plus visible avec le Sunstar. Là, vous voyez la goutte d'eau, mais voilà, ces petits flares ici, mais c'est à la marge. Si vous prenez des photos, par exemple, de biais, c'est là aussi où le pare-soleil fait bien son job, mais même sur toutes les photos où vous avez le soleil qui est de biais, etc., il n'y a pas vraiment de flair, donc la formule optique est très bien traitée. Là-dessus, il rend une très bonne copie. Si maintenant on regarde d'autres défauts optiques, par exemple les aberrations chromatiques, là aussi, très difficile. Et donc là, vous voyez par exemple sur ce point-là, c'est un bon cas d'école, ça j'ai envie de dire. J'avais fait cette photo de Pingu, et puis en fait là, vous voyez ici, il y avait vraiment une lumière qui rentrait là par la fenêtre, paf. Vous avez, et je ne saurais dire en fait, si c'est de l'aberration chromatique ou si c'est en fait une question de dématrissage. Je ne saurais pas vous dire, tellement là on est sur du détail fin. Si c'est de l'aberration chromatique, vous en avez une petite ici, vous en avez peut-être un petit peu là sur les poils, là, un chouïa. Et vous voyez, quand j'active le profil, vous voyez que le logiciel enlève des mini franges un petit peu, vous voyez, violettes. Mais sincèrement, sur ce type de situation, là, quand vous regardez, par exemple, il y a tout qui est désactivé, vous en avez peut-être un chouïa là, vous voyez qu'il y a des mini franges, mais c'est quand même, c'est pas énorme. Et vous voyez, même quand on active les aberrations, il faudrait le travailler un peu plus. Mais
Bon, voilà, même là sur les bords, etc., il n'y a pas spécialement grand-chose. J'avais pris aussi cette photo-là de Laura, et là, vous voyez, quand vous regardez là sur les feuillages, donc vous voyez, hein, il n'y a pas les aberrations chromatiques qui sont activées, bah, vous voyez que... ça, c'est propre notamment à DxO, souvent sur le dématrissage. Et des fois, il fait sur les textures les plus fines et complexes, des fois, c'est un petit peu violet. Donc, je ne saurais dire si c'est vraiment de l'aberration. Quand j'active le profil de correction, il corrige très légèrement certaines petites franges, mais pour moi, c'est tellement à la marge que je ne considère pas que cet objectif est sensible aux aberrations chromatiques. En tout cas, ça, c'est mon avis. Donc là-dessus, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Niveau comportement optique, notamment tout ce qui est perte de contraste, ben là, c'est une optique aussi, je trouve, qui tient très très bien la route. Je reprends à nouveau cette photo parce que c'est une situation, je pense, qui est assez parlante. Quand vous avez une grosse source lumineuse à contre-jour et que vous êtes sur une ouverture très lumineuse, ben, vous pouvez avoir des pertes de contraste qui sont parfois très marquées. Ben là forcément vous en avez, mais c'est très logique. Mais je trouve que l'objectif a maintenu quand même un très très bon niveau de contraste. Donc là aussi je trouve ça très très satisfaisant. Ensuite j'ai fait un petit test Sunstar. Alors vous savez, moi je suis vraiment un maniaque sur les Sunstar. J'aime bien quand les branches sont bien définies, etc. Je précise qu'on a ici un diaphragme à 11 lamelles, donc 22 branches sur un Sunstar, et on en reparlera quand on parlera du bokeh. Mais en attendant, là, vous avez, je trouve, des Sunstar qui sont très jolis. Là, on est à F13 sur cette photo. Alors, vous voyez des jolies branches, un petit peu de branches qui partent sur les côtés. Par contre, vous voyez, quand on est à F16, je trouve que c'est vraiment plutôt très satisfaisant parce qu'on n'est pas du tout sur une optique qui est dédiée paysage ou quoi. Et c'est pas forcément là-dessus qu'on va l'utiliser, mais vous avez bien d'autres optiques. Par exemple, chez Fujifilm, vous avez plein d'optiques qui, vous les mettez à F16, vous faites un Sunstar. Le Sunstar, il est affreux. Là, je trouve que la copie est très soignée. Et quand je regarde la photo, je me dis, ce Sunstar, il est très beau. Donc là aussi, je suis super content. Enfin bref, donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est un petit peu caractéristiques optiques, etc. J'ai peut-être oublié des choses, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander. Maintenant, pour terminer un petit peu, on va dire, la qualité d'image, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des images de la vraie vie pour vous montrer sur le terrain. On va regarder le bokeh, on va regarder des situations, le contraste, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des photos un petit peu variées, on va dire, des exemples. J'en ai pas mis 40 000 non plus, mais déjà, on va regarder, et là, hop là, vous allez voir, je vais pas passer par là, je vais passer dans l'onglet personnalisé, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi, mon sujet de prédilection, et cette optique, pour moi, c'est un régal, c'est Maître Pingu, son Altesse Royale Pingu, Messire, comme je l'appelle, et donc Pingu, forcément, c'est génial. Tout d'abord, pourquoi? Parce qu'on a une optique qui a f1.2, donc en intérieur, mais c'est remarquable. Et là, vous voyez quand même, bon, il est devant la fenêtre et tout, mais vous voyez, je suis à 1/34e de seconde, il est stable, je suis à f1.2, je suis ISO 320. Pourtant, je suis en intérieur et il fait sombre, on est le matin, c'est pas très lumineux. Et le f1.2, ça permet de ne pas trop monter en ISO, donc ça, c'est vraiment génial. Et puis là, regardez, je vais zoomer. On est à f1.2, il n'y a pas de module de correction optique activé. Et regardez, je suis à 100%. La mise au point, vous voyez, c'est là où c'est quand même dur parce que vous faites la mise au point, mais en même temps, si vous ne faites pas la mise au point parfaitement sur l'œil, là, vous voyez, c'est plutôt là, ici. Mais vous voyez que c'est très très net et vous voyez que l'œil est un chouïa flou. Donc, il ne faut pas se tromper, f1.2, vous n'avez pas de marge. Par contre, vous regardez les moustaches, c'est d'une netteté implacable. Et regardez à nouveau si j'active le profil de correction. Paf! Et là, oh, c'est wow! Vous regardez ici, là, regardez, je suis à 180%. Regardez les poils là, oh là là! Donc j'enlève le module, c'est déjà quand même, je trouve, très très bon. Et quand je l'active, oh, c'est voilà, c'est stratosphérique. Donc je vous montre plusieurs photos. Donc là, vous voyez, alors il vit sa vie, lui il est tranquille sur son petit arbre à chat, tranquillement. Donc là, vous voyez, pareil, je suis à f1.2. Si je regarde les métadonnées, ouais, je suis à f1.2. Et donc là, vous voyez, pareil, c'est quand même super net. Vous voyez les poils de l'oreille. Enfin, pour moi, c'est stratosphérique, quoi. Vous mettez le profil et là, c'est saisissant. C'est presque même trop net, en fait. C'est presque même trop net. Mais vous avez un niveau de piqué qui est très satisfaisant. Pareil, là, vous voyez, et on va en parler juste après du bokeh, mais vous voyez, forcément, à f1.2, là, vous créez réellement quand même une situation de bokeh qui est très importante, surtout si votre sujet est prêt quand même. Et là, vous voyez, simplement en faisant la mise au point, vous voyez là à quel point c'est super sympa. J'active le profil. Paf! Impressionnant. Je vous dis, cette optique, moi, je la trouve vraiment remarquable. Là, c'est pareil. Là, il était au bureau. Il émergeait de sa sieste tranquillement. Et vous voyez, je vous parlais de zone de mise au point. Mais là, typiquement, vous voyez, la mise au point, elle est là. Et le Fuji, pourtant, j'avais demandé de le faire plutôt là, mais il l'a fait plutôt là. Et vous voyez, c'est quand même super net. Je mets le profil, clac! Et là, mais le niveau de détail sur les poils, c'est
Ouais, très très impressionnant. J'ai pu beaucoup m'amuser en intérieur. Alors, je vais pas vous montrer toutes les photos que j'ai fait avec Pingu, mais c'est un régal. Et là, par exemple, j'avais fait cette série de photos. Il y avait la lumière qui rentrait pile poil par les fenêtres et ça faisait des jeux d'ombre. Donc, on lui avait installé son petit jeu là et puis il s'amusait. Et là, quand vous zoomez, bah c'est pareil, c'est quand même impressionnant. Et si j'active à nouveau le profil, paf, c'est impressionnant. Là, sur cette photo, et là, le Fuji, il a géré sur la mise au point parce que il bougeait beaucoup. On lui avait mis des petites friandises. Donc, vous voyez, vous voyez la friandise qui tombe là. C'est impressionnant. Et sur cette photo, pour vous montrer comme c'est génial, je suis à ISO 500, f1.2, 1/2700e de seconde parce que je voulais figer à tout prix Pingu qui était en train de jouer. Et quand vous regardez la photo, oh, mais c'est d'une netteté. Je suis à 140%. Il n'y a pas de correction qui est appliquée. Regardez sur son visage, quoi. Vous avez la petite patte qui est floue, le jouet devant qui est flou. J'active le profil et là, la photo, moi, je la trouve saisissante, quoi. Je la trouve vraiment saisissante. Et ce qui est génial, c'est que vous voyez derrière, vous avez un bokeh qui est très marqué, qui est très prononcé et surtout qui est très doux. Et vous allez le voir sur toutes les photos. On a un diaphragme à 11 lamelles. C'est vraiment quand on arrive à 11 lamelles, c'est qu'on a une optique où on a accordé un soin au bokeh. Plus vous avez de lamelles, plus vous êtes censé avoir un bokeh progressif, soyeux, doux, avec de belles transitions et puis des formes bien lissées. Et là, moi, je trouve que le bokeh, il est vraiment de haut vol. Là, c'est pareil, hein, vous voyez, paf, c'est la photo que je vous montrais tout à l'heure. Mais là, vous voyez, il était en train de se gratter l'oreille. Et vous voyez, c'est super, super, super net. Et si à nouveau, je mets le profil, bah voilà, la photo, elle, méga croustille. Je termine rapidement, voilà, cette photo. La photo où j'étais quand même un peu plus loin, c'était pour vous montrer aussi en étant un peu plus loin. Je suis à f1.2 et vous voyez, vous avez donc là, vous avez le mur, vous avez Maître Pingu là qui me regarde. Là, je suis à 120%. Alors, vous voyez, c'est net, mais vous voyez, ça pourrait être un chouïa plus net. Alors là, sur la patte, c'est quand même bien net. Je mets le profil et là, par contre, il n'y a plus du tout de problème, c'est quand même assez fou. Et vous voyez que derrière, pourtant la bibliothèque, elle est quand même un chouïa derrière, hein, enfin, mais en même temps, moi je suis loin, hein, mais vous voyez qu'il y a quand même un bokeh qui le démarque très nettement. Donc c'est un objectif avec lequel on va pouvoir très facilement mettre en valeur notre sujet et le séparer de son arrière-plan. Pour ça, c'est génial. J'ai fait ensuite à Madère toute une série de photos un peu test pour tester aussi les photos un peu proches, vous savez, sur la distance minimale de mise au point, qui est de 28 cm, donc c'est quand même plutôt très près. Attention, c'est pas du tout une optique macro ou même proxy photo, pas du tout, mais on arrive quand même à se rapprocher assez près, et donc ce qui est difficile, c'est à f1.2 d'arriver à avoir quand même une profondeur de champ suffisante pour que tout ne soit pas flou. Donc ça a été un peu un challenge. Donc j'ai fait des photos notamment sur des fleurs, parce que vous savez, Madère c'est l'île aux fleurs, et donc ça a été assez génial. Et là vous voyez, je suis à f1.2, enfin, je confirme, f1.2, voilà, f1.2. Et vous voyez que sur les fleurs, pourtant, c'est pas non plus énorme, hein, mais les hortensias, il y en a partout. Et puis, vous avez là devant, c'est flou, derrière, c'est flou, et vous avez juste cette zone-là qui est nette. C'est une zone rasoir, hein. Moi, j'appelle ça les zones rasoirs. J'active le profil, paf. Et là, vous voyez, là, c'est d'une netteté, c'est incroyable, c'est incroyable. Si je vous prends un autre exemple ici, là, c'est pareil, vous n'avez pas de module qui est activé. Je remets la photo dans son entièreté quand même pour prendre un peu de recul sur la photo. Si je zoome ici sur les fleurs, bah, vous voyez, je trouve que déjà à f1.2, c'est déjà très bon. On met le profil et alors là, waouh, 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 waouh. Impressionnant. Et je peux vous montrer plein d'exemples comme ça. Ici, c'est pareil. Et vous voyez que c'est super chaud parce que là, vous avez presque même, vous voyez, sur la petite fleur qui pend, vous avez une zone qui est tellement faible, qui est nette. Et puis voilà, quoi. Là, regardez le niveau de détail, là. Ici, je suis à 180%. Quand j'active le module, déjà 100. Vous voyez qu'il y avait un petit flou, mais on est à f1.2. Et puis quand j'active, paf, voilà. Là où c'est très visible, c'est là, sur cette photo. Donc là, j'avais fait les photos ici, et vous voyez en zoomant, donc je suis à 120%, en zoomant, vous voyez que ici, il y a du détail, mais ça manque un chouïa de texture et de précision. Vous voyez qu'il y a comme un petit voile. Vous activez le profil, pof, là, quand je l'ai fait la première fois, je fais waouh, c'est impressionnant. Et là, mais regardez, je suis à 250%, je suis à 250%. Enfin, vous imaginez, 250%, je suis à f1.2. Et là, vous regardez, et puis au cœur, ah ouais, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné. C'est un capteur de 26 millions de pixels. Et quand je recule, la photo, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et je zoome. Et là, vous avez un truc. Et je vous dis, vous mettez cet objectif avec les modules DxO. Moi, je dis, ça fait des chocs à pic. Donc,
dans la vraie vie, c'est un plaisir. Et là, sur les fleurs, alors j'ai aussi des déchets, on va pas se mentir, parce que des fois, l'AF, et c'est pas à nouveau le Viltrox, c'est vraiment le Fuji, des fois, il pompe un petit peu. Et donc, des fois, dans le viseur, vous dites, ouais, c'est bon, puis vous regardez, vous zoomez, il y a tellement une zone de mise au point réduite que l'AF, il vous la fait quelques millimètres derrière, et puis c'est un peu flou. Donc, c'est là où il faut être très précis. Mais quand ça fonctionne, c'est assez magique. Là, ici, c'est pareil. Pas de module de correction, c'est déjà très net. Et vous avez vu derrière, c'est flou. Vous activez le profil et là, waouh, 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 waouh. Génial. Même chose ici. Enfin bref, je ne vais pas vous en montrer 30 000, mais regardez. Là déjà 100, c'est impressionnant. Vous mettez avec. Je suis à 250%. Je suis à 250%. Voilà, donc désolé, hein, j'ai pris du temps, mais je pense que c'était. Il faut prendre conscience un petit peu quand même de la performance optique sur une optique qui coûte 599 €. Voilà. Pour moi, on est nettement au-dessus de ce qu'on pourrait attendre d'une telle optique. Maintenant, pour vous montrer un petit peu, vous voyez, on avait fait un peu de portrait, etc. J'en ai pas fait énormément parce que le portrait à ces focales-là, moi, je suis pas spécialement fan. J'aime bien quand c'est un peu plus zoomé quand même. Mais vous voyez, on en a fait un petit peu. Et là, c'est pareil, c'est assez génial, quoi. Et vous voyez, on est à f1.2. Et là, vous voyez, alors c'est un chouïa flou. Vous mettez le profil et là, paf, c'est vraiment, vous voyez sur les palmiers, sur l'aura, sur ici la sculpture, c'est quand même très impressionnant. Mais vous devinez quand même, pourtant j'étais loin, hein, j'étais quand même un petit peu loin. Bah, pourtant, vous voyez derrière, vous voyez que c'est un peu flou. C'est quand même un peu flou. Donc ça, c'est assez génial. C'est vraiment assez génial. Quand vous voulez faire du portrait, malgré tout, vous voyez, vous arrivez à réellement détacher votre sujet de l'arrière-plan. Et puis là, vous voyez, si je zoome, je vais un petit peu déboucher les ombres, comme ça, vous allez voir. Je débouche les ombres, voilà. Et vous voyez, là, vous regardez sur le côté, bah, c'est super net. Et vous voyez que derrière, en fait, les dents sont floues. Les dents sont floues. Et l'arrière-plan, il est vraiment très flou. Et puis, vous voyez que moi, je le trouve très, très soyeux, très crémeux. Si vous prenez cet exemple-là, là, par exemple, j'avais fait la mise au point vraiment sur la rambarde. Alors, j'étais quand même un peu loin parce qu'il y avait des vagues qui tapaient. La rambarde, vous voyez qu'elle est parfaitement définie. Et puis derrière, vous avez tous les détails qui explosent. Et puis, c'est quand même un peu flou. Donc ça, c'est très sympa. Même chose si je vais ici, hop là, sur ces photos. Bah, regardez sur les photos ici. Là, le niveau de détail que vous avez, à nouveau, vous n'avez pas de profil. Si je mets le profil, alors là, c'est encore plus impressionnant. Mais vous voyez, déjà, là, vous avez un niveau de netteté qui est franchement très élevé. Pareil, si je prends ici cette photo, donc là on est à f1.2 sur celle-là, pour avoir devant le premier plan qui est bien flou. Vitesse élevée, donc vous voyez f1.2, on est à 1 millième de seconde avec les vagues. Vous avez l'arrière-plan qui est flou, vous avez les vagues, ça éclabousse de partout, et puis là vous voyez que c'est très très net au niveau des détails, vous voyez chaque micro-goutte, vous activez le profil, et là, bon, c'est vraiment très très cool. Je termine quand même pour vous montrer des photos moi que j'ai utilisées aussi un peu plus professionnellement parce que je me suis dit tiens je vais essayer, donc j'en ai fait à Calais par exemple, et puis là vous voyez ici là je fais pour l'office du tourisme, marché de Noël, c'est quand même super net là l'inscription sur le théâtre, vous avez devant la boule de Noël là qui est très floue. Là j'avais fait cette photo là avec le Père Noël discrètement un petit peu, et vous voyez depuis l'extérieur, et puis à travers la fenêtre, si je zoome là, paf, vous l'avez dedans, la mise au point nickel, etc. Et vraiment très satisfaisant. Je voulais terminer avec cette photo, qui n'est pas la photo de l'année, hein, mais juste une photo pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. D'un point de vue homogénéité sur le terrain, on est à f4,5, donc là on est sur le sweet spot entre f4 et 5,6. Et là regardez, on va naviguer un petit peu. Vous allez au centre, et je suis à 140%. Vous voyez que c'est super défini. Vous regardez au fond, c'est super défini. Et puis quand on va sur les bords, bah regardez là, voilà, c'est super net quoi. Enfin, c'est très croustillant, et cet objectif a énormément de micro contraste. Je suis très satisfait. Si vous mettez le petit profil qui va bien, bah alors là regardez l'antenne quoi. Là vous tirez ce qu'on appelle la capacité de résolution, c'est la capacité d'exploiter au maximum les 26 millions de pixels du capteur, et là vous voyez que cette optique vous permet de les exploiter pleinement. Donc vous le mettez sur un XH2 ou un XT5 à 40 millions de pixels, oh, bah alors là vous pouvez y aller les yeux fermés, elle tiendra cette optique
très facilement la définition de ces capteurs à haute définition. Enfin bref, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'ai vraiment pris le temps parce que je voulais vous montrer plein d'exemples détaillés, etc. À nouveau, j'insiste, hein, il y a plein de vidéos qui vous feront un test en 10 minutes, très bien. Moi, je préfère rentrer dans le détail, et puis si vous avez envie de passer à autre chose, vous passez à autre chose, mais au moins, ceux qui veulent avoir du détail, ils ont le détail. Que dire sur cette optique? Je pense que vous l'avez compris, moi, je la trouve exceptionnelle, et je suis charmé, et je vous dis, hein, je suis pas payé pour vous dire quoi, c'est juste que je la trouve géniale, et je suis loin d'être le seul à le dire. Je sais que j'en ai discuté avec Pierre Boisseau, et il la trouve aussi exceptionnelle. J'ai pas testé le 75 1.2, mais il me disait que c'était du même acabit. Je sais que David de Monsieur Caméra adore aussi cet objectif. Enfin bref, il a très bonne presse et je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Au global, on a une feuille, on va dire, globale, une copie qui est très bonne. On a un très bon comportement optique. On a très peu de défauts optiques et c'est vraiment un objectif qui, pour moi, quand on regarde le prix, 599 €, on peut difficilement avoir mieux, clairement. Si vous regardez son concurrent principal, pour moi, c'est vraiment visiblement, c'est le Fujifilm 23 1.4. Il est vendu 829 €, donc on est 229 € plus cher. C'est vrai que le Fuji, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il est peut-être un petit peu plus compact quand même, puis c'est un 23 mm. Là, vous avez du 1.2 face au 1.4. Alors, on va pas se mentir, là aussi, 1.2, 1.4, ça ne changera rien à votre vie. C'est pas un tiers de stop qui va changer quelque chose. Parce que le Fuji, j'ai pas pu le tester et le comparer, ça aurait été sympa. Mais de ce que j'ai vu, le Viltrox c'est même un petit peu plus piqué et un petit peu plus peut-être homogène que le Fuji. Donc sur le papier, qu'aurait le Fuji pour lui? Être un petit peu plus large et puis également je pense d'avoir un form factor, donc il est un petit peu plus compact et peut-être un peu plus léger, mais si vous cherchez un objectif lumineux, efficace et puis en plus de belle qualité, tropicalisé, etc., vous pouvez vraiment foncer et vous ne serez pas déçu par ce Viltrox 27 mm 1.2. Les points négatifs, forcément, il n'y en a pas tellement, c'est assez difficile, si ce n'est, vous savez, le pare-soleil. Bon, voilà, la bague qu'on ne peut pas mettre non cliquable, ça aussi je trouve c'est un petit peu dommage, mais c'est du détail. Et sinon, moi j'ai pas grand chose à dire. Donc si jamais cet objectif vous intéresse, vous avez les liens en description. Je précise que ce sont des liens affiliés qui vous renverront vers Miss Numérique. Miss Numérique, vous savez, hein, c'est une boutique photo bien connue en France. C'est une boutique indépendante située à Nancy. Et moi, ça fait aujourd'hui 10 ans hein, que je suis client chez eux depuis 2014. Et donc, Miss Numérique, aujourd'hui en plus je travaille avec eux, donc je les connais très bien et je sais à quel point c'est une boutique avec des personnes compétentes, et donc tout ça pour dire que moi je vous renverrai vers cette boutique parce que je sais qu'on peut leur faire confiance. Si vous passez par ces liens, vous, ça ne changera rien à votre vie, mais moi je toucherai une petite commission, donc ça me rémunérera. Et donc si vous faites aussi plus largement une commande chez Miss Numérique, même sans parler de ce produit là, vous pouvez utiliser le code créateur NOCAB dans votre panier, et là aussi ça me permet de toucher une commission. Vous, ça change rien à votre vie à nouveau, mais je fais un petit encart là-dessus parce que je trouve ça quand même important. Tous les contenus que vous avez sur YouTube sont gratuits et moi je suis le premier à les consommer, et l'affiliation c'est une façon gratuite et assez facile et rapide pour aider les créateurs à tout simplement rémunérer le temps qu'ils passent à créer du contenu, parce que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, cette vidéo, c'est quand même une journée entière de travail, ne serait-ce que pour faire la vidéo et puis la monter, et je ne parle même pas de tout le temps pour faire les photos, etc. Donc tout simplement, si vous le faites, je vous en remercie grandement par avance. Enfin, et pour terminer, si vous avez des questions, des remarques à propos de cet objectif, mettez-les en commentaire et n'hésitez vraiment pas, et puis j'essaierai d'y répondre. Pareil, si vous avez déjà cette optique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et là aussi moi ça m'intéresse vivement d'avoir des avis différents en fonction de la pratique que vous avez, etc. Et puis en attendant, c'est le mot de la fin, et je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.